Bonjour à tous, vous le savez, c'est le week-end du SIDAction. De nombreuses émissions se mobilisent à la télévision. C'est mon choix, tenez naturellement pleinement à participer à la lutte contre le sida. Nous avons donc décidé de lutter ensemble contre cette maladie et les discriminations qui s'y rattachent encore. C'est un choix et ça devrait bien sûr être le choix de tous. N'hésitez pas donc tout au long de cette émission, vous pouvez faire vos dons en appelant le 116 pour la lutte contre le sida. Cette maladie est encore un véritable tabou aujourd'hui et on va le voir avec les témoignages de nos invités d'aujourd'hui. La peur des discriminations, Alan en est victime. Alan est avec nous en coulisses. Alan, bonjour. Bonjour Evelyne. Vous avez la trentaine, vous êtes marié, vous êtes séropositif depuis 14 ans. Vous avez choisi de témoigner de manière anonyme aujourd'hui car vous avez peur de révéler votre séropositivité à vos proches. En revanche, votre femme, elle, est au courant. À qui vous le cachez encore? Eh bien écoutez, je le cache encore à mes 3 frères. Je le cache à mes nombreux cousins et cousines, à tous mes oncles et mes tantes, et bien entendu à mon entourage professionnel. Qu'est-ce que vous craignez en leur révélant que vous êtes séropositif? Écoutez, ça fait 14 ans que je subis cette maladie. J'ai très peur du rejet qui existe, qui est réel. Les gens ont peur de cette maladie, les gens ont peur des séropositifs. J'ai bien entendu peur d'être mise à l'écart dans mon travail. Par votre famille? Et oui, mais complètement rejetée par ma famille. Néanmoins, vos parents, vous leur avez caché pendant 14 ans. Oui. Et puis un jour, vous avez été obligé de leur dire. À quelle occasion? Bien, écoutez, c'était début mars de cette année. Mon épouse, qui n'allait pas bien, est allée voir mes parents. Et bien entendu, ma mère lui a demandé ce qui se passait, qu'est-ce que j'avais exactement. Et ma mère a voulu en savoir plus, donc elle est venue me voir avec mon père. C'était le début mars de cette année, et voilà, ils m'ont demandé clairement ce que j'avais. Comment vous leur avez dit? C'était très dur. Vous savez, on ne garde pas ce secret pendant 14 ans, et on n'en parle pas aussi facilement. Là, je suis très ému quand je vous parle. J'ai dit simplement, ben, écoute, c'est vrai que c'est grave, je suis séropositif, mais n'aie pas peur, quoi, je ne suis pas malade du sida encore, quoi. C'est difficile de le redire encore, hein, oui, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez lu dans les yeux de votre maman quand vous lui avez appris votre séropositivité? Écoutez, contrairement à ce que j'aurais pensé, elle n'a pas été très surprise. Elle m'a dit qu'elle pensait effectivement à quelque chose de ce genre-là, qu'elle ne savait pas quoi, mais elle savait que c'était grave déjà. Mon père, lui, a préféré quitter la pièce. Pourquoi? Je ne sais pas. Ma mère m'a dit je lui en parlerai moi-même plus tard. Et alors, vous avez su pourquoi il avait quitté la pièce? Non. On n'en a pas encore reparlé ensemble, tous les deux en tout cas. Et avec votre maman, vous en avez reparlé? Oui, oui. Je lui explique tout doucement parce que ma mère a 70 ans, donc c'est pas simple. Le fait de leur dire, ça a été une délivrance ou au contraire, ça vous culpabilise encore plus? Écoutez, Evelyne, je pense que ça ne résout pas tout. C'est libérateur de le dire parce qu'après, on n'a plus besoin de mentir quand on va faire des examens à l'hôpital. Je n'ai plus besoin de mentir pour me rendre chez la psychologue. Mais ça ne résout pas tout. C'est-à-dire que ma mère a beaucoup peur. Elle me voit parfois mort ou en fin de vie, alors que j'en suis loin, je vais relativement bien. Donc ça ne résout pas tout. Je sais qu'il me faudra encore dans les jours et les semaines et les mois qui arrivent rassurer ma mère et mon père et continuer de leur dire que ça va, que ce n'est pas une maladie qu'on meurt fatalement et systématiquement. Alan, le fait de l'avoir dit déjà à votre parent, est-ce que ça vous incite plutôt à révéler à vos autres proches votre séropositivité en vous ôtant un poids ou finalement le poids du mensonge est moins lourd que celui d'une espèce de délivrance de la vérité? C'est vrai que le fait de ne pas dire, ça me protégeait. Hein, je ne l'ai pas dit pendant 14 ans et ça m'a permis de me protéger des autres, de devoir me justifier, de devoir rassurer, de devoir, etc. Donc non, je ne le dirai pas à tout le monde. Parce que cette maladie renvoie à des choses intimes, comme vous le savez, elle renvoie à la sexualité, elle renvoie à des choses intimes. Donc, vous ne le révélez pas non plus dans votre environnement professionnel. Là aussi, vous avez peur d'être rejeté? Absolument. Il est hors de question que j'en parle sur mon lieu de travail. Je travaille depuis 7 ans maintenant. Dans quel domaine? Vous voulez nous le dire ou pas? Oui, je travaille dans le social en fait.
Nous avons un jour accueilli dans notre centre une maman qui était séropositive, et là, on savait, dès son entrée, qu'elle était séropositive. Lors d'une réunion professionnelle, mon directeur et presque tous mes collègues m'ont dit « Mon Dieu, mais on ne va pas accueillir une dame comme ça ici, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Enfin, à la limite, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Qu'est-ce qu'elle risque de nous donner ?» Donc, j'étais embêté parce que je disais « Écoutez, ce n'est pas si grave que ça, ce n'est pas une maladie qu'on attrape aussi facilement que vous pouvez l'imaginer. » Donc, vous voyez bien là, Evelyne, que même dans des postes aussi responsables, les gens ont peur. Et cette mère, eh ben, elle est restée 3 jours. Et ça, c'est difficile aussi pour vous de... Oui, parce que oui, c'est difficile. Parce vous vous voyez à sa place, finalement. Bien sûr, et je me dis, mais si je le disais, ça serait encore pire, quoi. Et on voit bien que le regard sur cette maladie est encore un tabou. Exactement. Et on va le voir aussi à travers les témoignages de nos invités, d'autres qui ont réussi à assumer plus facilement de le dire. Ça leur a ôté un poids et ils viendront nous dire pourquoi pour eux c'est un bénéfice de dire la vérité, que la vérité soit faite au grand jour. Avant l'émission, Alan, vous avez rencontré Déborah Dahan. Déborah Dahan, elle est responsable de l'association Faire face au sida qui apporte entre autres un soutien aux malades. Elle nous dira tout à l'heure quels conseils elle peut peut-être vous aider, car on sent bien que même si vous ne voulez pas le révéler à vos proches ni dans votre environnement professionnel, vous souffrez de cette situation, y compris de votre maladie. Quelle aide concrète elle peut peut-être vous apporter, même si bien sûr chaque cas est différent et que ça doit être difficile dans le cas de Déborah Dahan de dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais en tout cas elle, c'est son métier, c'est son job et elle tentera peut-être de vous éclairer concernant ce douloureux sujet qui est votre vie tous les jours. Mais je vous propose d'accueillir pour l'instant nos autres invités. On va commencer par Sophie. Sophie, elle a caché sa séropositivité pendant 10 ans à ses parents. Et puis un jour, elle leur a avoué. Aujourd'hui, elle se sent vraiment soulagée d'avoir tout révélé. Voici Sophie. Sophie, bonjour. Vous avez 34 ans. Vous aviez 19 ans quand vous avez appris que vous étiez séropositive. Comment est-ce que vous avez contracté le virus? Par relation sexuelle, non protégée. Vous étiez toute jeune quand vous avez contracté ce virus. Qu'est-ce qui ça vous est tombé dessus? Comment vous avez réagi? Fait face? J'ai pas fait face sur le moment. J'ai pas fait face pendant presque 9 ans. Vous l'avez caché pendant toutes ces années? Oui. À part vraiment à des proches, mon mari, mon frère, vraiment des très très proches. Mais sinon, je l'ai caché à mes parents, à tout mon entourage immédiat, professionnel, amical. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Parce que vous ne faisiez pas face à la maladie ou parce que vous aviez peur du regard des autres? J'avais peur du rejet par rapport aux autres et parce que je ne faisais pas face à la maladie, c'est clair. Ça a été un choc terrible. Que vous avez dit le médecin quand il vous a appris votre séropositivité? Qu'il me restait 10 ans à vivre. 10 ans? Il s'est trompé? Il s'est trompé, oui. Même si à l'époque on savait moins de choses sur l'évolution oui, c'est sûr, c'est sûr. De la maladie. Comment ça a été? D'abord, vous l'avez dit à votre fiancé, à votre compagnon. Oui. Comment est-ce qu'il a réagi? Avec beaucoup d'amour. C'est pas évident hein, quand on rencontre quelqu'un de lui dire, tu sais... Pas évident, mais un peu forcé quand même. D'être honnête au moins avec lui. Forcé, mais est-ce que vous avez hésité? Vous étiez amoureuse, je suppose, de lui aussi. Et puis tout d'un coup, on doit avouer qu'avant de faire quelque chose qui est formidable quand un couple s'aime, eh bien, il faut dire certaines choses. Et oui, parce que comme disait Alan tout à l'heure, c'est vrai que ça touche à l'intimité, à la sexualité. Et c'était quelque chose d'important pour moi d'être honnête, surtout avec l'homme que j'aimais, oui, sans problème. Est-ce que quelques instants avant de lui révéler cela, après tout, vous auriez pu partir sans demander votre reste, mais quelques instants avant de lui avoir révélé cela, vous avez eu peur qu'il vous quitte peut-être? Oui, à partir de là, j'ai eu peur de toute façon. Dès la sortie de la consultation, j'ai eu peur. Je me suis mise à avoir peur d'un coup. Alors que j'étais quelqu'un d'insouciant qui n'avait absolument pas peur de rien. J'avais 19 ans, j'avais peur de rien. Et d'un coup, j'ai eu peur de tout. Il a bien réagi? Il a très bien réagi. On s'est mariés quelques années plus tard et on a eu une vie très heureuse. Alors à lui, Sophie, vous lui avez dit... Vous l'avez dit aussi à votre frère? Oui. Contrairement à Alan, qui ne veut pas le dire. Comment votre frère a-t-il réagi? Avec beaucoup d'amour aussi.
beaucoup de compassion, beaucoup de soutien, oui. Il m'a vraiment soutenue. Je pense qu'il a eu du mal à savoir que sa petite sœur était malade, mais bon, il a assumé. Et pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit alors à vos parents? Puisque votre frère a bien réagi, c'était un bon pas déjà. Mon frère, c'était mon égal. Oui. Mes parents, c'était pas tout à fait pareil. J'avais peur qu'ils me rejettent, j'avais peur qu'ils m'aiment plus. Enfin, des trucs bêtes, hein. Ça a donc duré 10 ans de silence. 9, oui. 9 ans. Pendant ces 9 ans, il y a des moments où vous aviez envie de le dire et puis... Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Mais en même temps, leur dire quoi? Leur dire que j'allais mourir dans 9 ans, leur dire que j'allais mourir dans 8 ans et 360 jours. Je me disais, le plus tard, ça sera le mieux, quoi. Et voilà, je reculais l'échéance le plus possible. Comment vous avez fait pour le cacher? Je vais les protéger. Je mentais. Comment? Sur quoi? Je mentais sur mon état de santé, je mentais sur mon moral, je mentais sur mon boulot, je mentais sur tout. Qu'est-ce qui vous a décidé alors, à un moment de votre vie, de leur avouer votre séropositivité? Alors ça, je pense que c'est le ras-le-bol de tout ça. Je me suis perdue moi-même. J'ai changé de personnalité puisque je mentais sur tout, sur rien. Je mentais même pour des choses tout à fait normales, quoi, qui n'étaient même pas graves. Et d'un coup, au boulot, ça m'a pris. Et voilà, quoi, il a fallu que dans la demi-heure, je sorte tout parce que j'ai un tempérament C'est-à-dire ça a commencé par le travail? Spontané. J'étais au boulot et à 11h, je quittais mon boulot à midi. Et à 11h, j'ai eu une angoisse monumentale. J'ai appelé mon mari qui travaillait aussi et je lui ai dit rendez-vous dans un quart d'heure à la maison. Il faut que tu appelles mes parents, il faut qu'ils soient là. Et demi-heure après, tout le monde était réuni. Et une heure après, ils étaient au courant de ces 9 ans. Comment est-ce que ça vous est venu, les mots? J'ai été très dure, hein, je crois. Enfin, forcément, j'ai été très dure, hein, mais j'y suis allée franco. Je me suis dit, bon, voilà, on va voir si tes parents t'aiment vraiment comme ils disent qu'ils t'aiment depuis toujours. Et puis, j'ai pas pris de pincettes du tout, quoi. Comment est-ce que vous avez dit? J'ai été très, très dure. J'ai tout raconté en bloc. Tout ce qui s'était passé, tout ce que je leur avais caché, je leur ai sorti en bloc. Donc ça a été un gros choc pour eux, parce qu'ils ont appris un avortement, ils ont appris plein de choses, des moments de haut et de bas que je leur cachais depuis très longtemps, en inventant des histoires. Pour eux, j'étais toujours en pleine forme, j'avais juste quelques soucis intestinaux, mais qui étaient soignés par mon généraliste comme il faut. Et puis voilà, quoi. Et dès que j'allais pas bien, je partais en week-end. Je fuyais complètement la réalité vis-à-vis d'eux, quoi. Alors face à cette brutalité des mots, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils ont été choqués, mais ça n'a pas duré parce que je me suis sentie tellement soulagée, vraiment dans les 3 secondes qui ont suivi de tout leur déballé qu'ils l'ont vu. Et ça a été plus fort que tout. Ils ont oublié leur peine, ils ont oublié peut-être tous les rêves qu'ils avaient mis sur leur fille. Et à ce moment-là, je pense qu'ils m'ont vue vraiment heureuse et soulagée. Ils ne vous ont donc pas rejetée? Ah non, au contraire. Ils n'ont jamais fait quoi que ce soit pour me dire un jour on te rejettera ou on est contre ci, on est contre ça. C'est des gens formidables, ouverts. Ils le savent depuis combien de temps à peu près maintenant? Depuis 98, donc ça fait 5 ans. Oui. Et est-ce que c'est douloureux pour eux de savoir la vérité? Non. Ils ne se sentaient pas mieux avant, dans l'insouciance d'une fille qui va bien, qui a juste quelques problèmes et qui part les soigner en week-end? Ils me disent ça, mais je ne suis pas sûre quand même qu'ils n'aient pas senti un peu de souffrance et un manque de sincérité. Ça a quand même rompu notre communication, parce que du coup, je les fuyais presque dès qu'on rentrait dans des sujets un peu ou santé, ou intimité avec mon mari, ou le désir d'enfant, tous ces trucs-là. Bon, ils pensaient qu'ils allaient être grands-parents. On leur a fait croire qu'ils allaient l'être. Et puis, bon, il y a eu des difficultés, donc on ne fait pas ce qu'on veut non plus dans ces cas-là. Donc je pense que c'était pas si loin quand même. A posteriori, plein de trucs leur sont revenus aussi. Et je pense qu'ils vivent beaucoup mieux aujourd'hui. Dans la vérité que dans le mensonge. Voilà, parce que ça avait fini par
par rompre notre communication qu'on avait toujours eue, et du jour où je leur ai caché des choses, et ben, forcément, on ne discutait plus ouvertement comme avant. Ça n'est pas le cas d'Arlette. Arlette est une maman qui a découvert que 3 de ses 5 enfants étaient séropositifs. Depuis qu'elle le sait, depuis qu'elle a découvert la vérité, eh bien, Arlette vit avec une véritable épée de Damoclès, celle d'une maman qui craint pour l'avenir de ses enfants. Cette souffrance, Arlette a du mal à la vivre. Aujourd'hui, elle dit qu'elle aurait préféré ne pas savoir. Voici Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour. C'est dur de dire qu'une maman préfère ne pas savoir que ses enfants sont malades, et pourtant c'est ce que vous dites. Pourquoi? Mais c'est-à-dire que dans le contexte où je me trouvais à l'époque, il y avait maintenant, bon, ils sont soignés, donc ils vivent. Avec. Mais à l'époque, on ne savait rien. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. Et puis c'est vrai que de s'entendre dire que vos enfants sont appelés à mourir avant vous, c'est terrible. C'est terrible. Alors c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, je me dis, peut-être que j'aurais préféré ne rien savoir du tout, parce que j'ai beaucoup souffert quand même. Mais en même temps, vous pouvez les aider aussi moralement. Ah, mais ce que vous n'auriez pas pu faire si vous ne l'aviez pas su. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, je les ai aidés tout de suite. Comment est-ce que vous avez découvert que 3 de vos enfants sur 5 étaient séropositifs? Ils sont à l'occasion de voilà. J'avais ma fille, une de mes filles, la 3e fille, donc, qui était très proche de ses frères. Et cette fille avait été un petit peu fiancée avec un jeune homme qui est mort du sida. Comme elle l'avait fréquenté de très près, et elle est allée tout de suite se faire un test. Et malheureusement, ils étaient un petit peu rentrés dans la drogue à cette époque-là, et ils se sont contaminés à cause des seringues. Parce qu'à l'époque, je vais vous dire, on avait absolument interdit de vendre les pharmacies n'avaient pas le droit de vendre des seringues, ce qui était une erreur monumentale. Et ils se sont, bon, comme ils se droguaient les 3, et ils se sont contaminés comme ça. Et ma fille l'a eu par... on a fait un rapprochement, et on a dit, bon, ben c'est... Comment est-ce que vous l'avez appris alors? Sexuellement. Eh bien, écoutez, bon, ils n'ont pas eu trop le courage ils venaient d'être sous le choc, et ils ont envoyé leur sœur aînée me prévenir. J'ai été la première prévenue. Et elles ont un petit peu demandé à mes amis, j'avais de très bonnes amies, elles ont été chercher mes amis, ils ont dit on n'aura pas le courage de dire ça à maman si on est toute seule pour le lui dire. Donc j'avais du monde autour de moi, et puis bon, elles m'ont annoncé ça. Qu'est-ce qui vous est passé à travers la tête justement quand vous avez appris ça? Ça vous tombe là, le toit? Ben, j'ai dit que c'était difficile, enfin que c'était une malchance, que c'était un truc vraiment... épouvantable ce qui m'arrivait. Je ne vais même pas vous dire ce que j'ai pu... bon, d'abord j'ai pleuré, évidemment, tout de suite, mais je me suis sentie très, très, très mal. J'ai fait une dépression nerveuse, d'ailleurs, pendant quelque temps, mais comme je ne suis pas du caractère à m'éterniser dans la dépression nerveuse, je suis vite sortie de là, parce que j'ai dit, tu as absolument besoin d'être en forme, il faut aider tout le monde, il faut les aider, il ne faut pas être, moi, la malade, alors que c'est eux qui sont malades. Quel regard, justement, portent les gens sur vous? Vous venez à la télévision dire que vous avez 3 de vos enfants touchés. Est-ce que, oui, comme les craintes d'Alan tout à l'heure, est-ce qu'effectivement, il y a encore des gens qui ont un mauvais regard sur vous, sur vos enfants? Oui. Quand j'ai annoncé ça dans ma famille, puisque c'est moi qui ai annoncé, on m'a un peu tourné le dos. On m'a un petit peu tourné le dos. On m'a sorti des inepties inimaginables. Et personne ne voulait comprendre ce qu'il en était exactement. Et actuellement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve que les gens sont insouciants. J'en rappelle, il y a 5000 personnes chaque année infectées à nouveau par le virus du sida en France, 150 000 séropositifs. C'est ça qui fait peur, parce que vraiment, à l'heure actuelle, bon, on en parle beaucoup quand même, mais je trouve quand même qu'il n'y a pas moins qu'à une certaine époque. Oui,
Il n'y a pas suffisamment de passages à la télévision là-dessus. On n'est pas suffisamment... Puis moi, je me dis que c'est à l'école qu'on devrait déjà leur apprendre. Nous allons accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Marc. Les rapports avec ses parents se sont, contrairement à Sophie, considérablement dégradés après qu'il leur ait annoncé sa séropositivité. Aujourd'hui, il a décidé de couper les ponts avec eux. Il va nous expliquer pourquoi. Voici Marc. Bonjour Marc, vous avez 34 ans, vous êtes patron de restaurant. Vous avez mis combien de temps à vous décider à révéler votre séropositivité à vos parents? À peu près 3 ans. 3 ans, mais 3 ans assez difficiles, puisque c'est déjà un regard personnel sur soi. On a du mal à s'accepter en tant que tel. J'ai écouté ce qu'on a dit, mais ça me bouleverse. Et ça me remémore effectivement. Moi, j'avais 20 ans quand j'ai appris que j'étais séropositif. On m'a dit, voilà, le médecin m'a dit, vous avez 5 ans à vivre. Vous aussi? 5 ans, quand on a 20 ans, c'est peu, hein, c'est peu. Mais, là aussi, il s'est trompé, hein, puisque vous en avez 34 aujourd'hui. Il s'est trompé et tout va bien, mais c'était dur sur le moment et j'ai mis 3 ans à me sortir de ça pour moi et après, forcément, par rapport à mes proches et à ma famille. C'était difficile de porter ce poids du mensonge, comme le disait Sophie? Ah oui, c'est terrible. C'est terrible parce que ça renvoie effectivement à des choses personnelles qui sont sexuelles. Moi, c'est également par voie sexuelle. Donc déjà, il faut passer ça. Et puis le côté pestiféré, parce que voilà, on est des pestiférés. Et vous en voulez à la personne qui vous a contaminé? J'en ai voulu parce que je pense qu'en plus, elle le savait. Mais en même temps, c'est un peu le hasard. Dans mon cas, c'est en fait une capote qui a cédé. Donc, à la limite, je peux lui en vouloir sans lui en vouloir. Vous disiez, on vit comme il faut apprendre à ne plus vivre comme un pestiféré. Ouais. Pestiféré, c'est dur comme mot. Hein. Mais c'est vrai. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Si on est là aujourd'hui, c'est pour ça, pour dire aux gens... regardez-nous, aimez-nous comme tout à chacun. Et c'est une évidence, quoi. C'est une évidence. On a un cœur comme tout le monde. Et mais vous sentez encore un regard difficile sur vous aujourd'hui? Oui, c'est difficile d'être sur le plateau pour dire ouvertement, voilà, etc. Par rapport à ses proches, par rapport à quand on aime quelqu'un, passer le cap de dire, écoute, voilà, il faut que je te dise quelque chose, c'est une épreuve terrible. C'est effectivement, soi-même, on se sent pestiféré et il faut passer le cap pour dire, aime-moi même avec ça. Comme l'a fait Sophie avec son Absolument, mari, son ancien mari. C'est splendide. Comment vous l'avez dit à vos parents? D'une façon aussi un petit peu brutale, parce que c'était un ras-le-bol, c'est plus possible. J'ai des rapports assez difficiles, entre autres avec ma mère, et elle me mettait la pression sur plein de choses par rapport à ma sexualité, entre autres déjà. Et donc au bout d'un moment, c'était l'explosion, c'est dit, bon, maintenant ça suffit, stop. J'ai pas besoin de ça, je ne peux pas supporter ça par rapport à mon état de santé qui était catastrophique. Et donc, si je veux continuer à vivre et normalement, il faut m'écouter, il faut m'aider, j'ai besoin de positif autour de moi. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand vous leur avez annoncé? Mal. C'est-à-dire? Mal parce que j'attendais un minimum de soutien, surtout de la part d'une mère. Et en fait, je me suis retrouvé face à quelqu'un d'égoïste qui pensait à soi et qui me disait, d'une part, voilà, si tu es plombé, c'est parce que c'est normal, c'est la nature. Tu es homosexuel, moi c'est mon cas, donc c'est normal, ça fait partie de... T'es homosexuel, donc égal sida. Tu l'as bien mérité. Donc, voilà, tu l'as bien mérité. C'est le retour normal de la nature. Grosso modo, ça renvoie à t'as rien à faire sur cette terre. Et puis le deuxième truc, c'est de toute façon, en plus, l'égoïsme là qui ressort. Moi, je ne serai plus jamais grand-mère, etc. Donc, je veux pas de toi, t'es le vilain petit canard. C'est ça le pestiféré. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre maman vous a dit tout ça? C'est dur parce que c'est une claque de plus. Quoi. Vous en doutiez ou vous espériez que finalement elle aurait un sursaut, puisque vous aviez déjà de mauvais rapports avec elle? Oui, c'est ça. C'est les deux en fait. Je m'en doutais, mais on espère toujours. On espère toujours. Moi, ce qu'elle voulait savoir, c'était juste ça va. Voilà. Oui, se déculpabiliser quelque part peut-être un peu. Complètement, complètement déculpabiliser. Mais peut-être aussi pour se protéger, un petit peu comme Arlette?
Peut-être, mais en même temps, je veux dire, elle n'est pas fautive de ce fait-là. Je veux dire, si j'ai été plombée, c'est pas de sa faute. Je comprends très bien qu'il y ait des mamans qui réagissent comme ça, parce que c'est vrai que quand même, c'est un coup de poignard dans le ventre. Alors, la grande question, c'est que vous, finalement, Marc, vous avez coupé les ponts avec votre mère. Ça a dû être douloureux, mais vous avez préféré faire ce choix. Oui, alors, c'est vraiment par nécessité, hein. C'est nécessité personnelle parce qu'on doit effectivement vivre et s'entourer encore une fois de gens positifs, sinon on rentre vraiment dans le trou, enfin on s'enfonce et c'est vraiment purement par nécessité. C'est un combat effectivement d'être arrivé à ça, de pouvoir couper les ponts parce que quand même, bon, ma mère, je l'aimais, j'ose dire je l'aime toujours, mais par contre justement je peux pas survivre à ce renvoi d'images tout le temps négatives, à ce rejet perpétuel. Ça me fait trop de mal si vous voulez, c'est pas possible. Mais finalement vous regrettez aujourd'hui ? Oui et non. C'est-à-dire que je regrette parce que finalement, elle n'a pas eu la réaction que j'aurais aimée. Non, parce que c'est une façon aussi de s'assumer, de prendre réellement sa vie en main et de se dire, eh bien, c'est un fait, je suis comme ça, acceptez-moi, ou bien au revoir. Donc finalement, dans le cas d'Alan, vous pensez qu'il vaudrait peut-être mieux qu'il le dise, tant est qu'on puisse transposer, encore une fois, mais le dire au risque d'être rejeté, mais au moins que les choses soient claires, parce que en gros, si on n'en vaut pas la peine, tant pis, quoi, c'est ça ? Quand il le sentira nécessaire pour lui, et il faut vraiment que ce soit une nécessité pour lui. Ne nous occupons pas des autres. Quand on est dans cette situation-là, on a déjà assez de difficultés à gérer ça pour soi, psychologiquement et malheureusement physiquement. Donc quand il le sentira pour lui, je serais tenté de dire, il faut qu'il le fasse. Ce sera à ce moment-là certainement un bienfait énorme pour lui. Alan ? C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marc. Mais je pense que j'ai menti par affection pour les autres. C'est-à-dire que je ne voulais pas blesser les autres. Je voulais montrer une belle image de moi aux autres pour leur faire plaisir, pour ne pas blesser. Mais elle est si mauvaise, cette image Non, je ne pense pas maintenant. C'est dur de dire ça de vous aussi, oui, Alan. Je sais. Bonjour. Bonjour, Stéphanie de Chenevière. Je voulais juste rejoindre le discours d'Alan parce que... Marc. Alan, vous montrez Alan qui est en coulisses. C'est Marc, donc... C'est Marc. Parce que personnellement, je n'ai pas vécu votre situation, mais on va dire que le thème est un peu pareil. Ouais. J'ai avoué à mes parents quelque chose de très personnel il y a un peu plus de 3 ans, et j'ai mis 10 ans pour moi-même me mettre dans la situation, et je vous rejoins tout à fait, et moi je vous dis bravo. Alors, avec nous sur ce plateau, un spécialiste, René-Paul Lératon. C'est Lératon ou Le Raton ? Le Raton. Vous êtes sexologue et vous êtes responsable de SIDA Info Service et de la ligne Azur qui répond aux questions des jeunes, notamment sur la sexualité et le SIDA en général. Est-ce que révéler sa séropositivité à ses proches, c'est un vrai cas de conscience pour les jeunes aujourd'hui ? Pour les jeunes et les moins jeunes, hein. On a bien les preuves. C'est jamais évident. Parce que l'époque a changé. Hein. Oui, mais regardez, l'époque a changé. Et aujourd'hui, en 2004, après 20 ans d'épidémie, Alan est obligé de témoigner caché. Donc ça montre bien que les choses n'ont pas évolué à ce point-là. C'est toujours extrêmement difficile d'apprendre sa séropositivité. Je crois qu'Arlette disait que c'est le ciel qui lui est tombé sur la tête. Et je pense que quand on apprend ce genre de choses... Même si des gens se sont dit, j'ai tout de même j'ai pris des risques, peut-être que c'est toujours un énorme coup de poing dans la figure. Alors déjà, il faut avaler ça pour ensuite peut-être se dire qu'il va falloir le dire. Alors nous, c'est évident que notre travail au téléphone, c'est une chose qu'on fait souvent d'être le premier interlocuteur ou la première interlocutrice d'une personne qui va dire, je suis séropo, j'ai appris ma séropositivité il y a tant de temps, etc., etc. Et pendant un moment, ils ne pourront le dire que là, au téléphone, parce que c'est anonyme, parce qu'on n'a pas la personne en face de soi. Et nous, ce qu'on essaye de faire avec les gens, c'est de voir avec eux comment, s'ils le souhaitent bien sûr, comment ils vont pouvoir le dire à d'autres, d'essayer de mettre avec eux en place des stratégies. Mais il ne faut jamais forcer les gens à dire. Moi, je respecte complètement, même si je suis extrêmement choqué qu'on soit obligé de se cacher. Oui. Aujourd'hui, je respecte complètement la démarche d'Alan et je comprends très bien parce que je sens qu'Alan s'en est déjà pris dans sa vie plein la figure d'insultes, d'humiliations et de choses comme ça, qu'il n'ait pas envie de risquer d'en avoir un petit rab, je comprends parfaitement. Il n'y a pas à le dire, il n'y a pas à ne pas le dire. Vous savez, c'est un petit peu, il n'y a pas de honte à avoir, donc pourquoi le cacher, mais en même temps, pourquoi le proclamer? Parce que ce côté, je veux le dire à tout le monde, on ne dit jamais aux gens, vous avez raison, vous avez tort. Simplement, parfois, le dire à tout le monde, attention.
Oui. Attention, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont prendre ça très violemment, et quand on est victime d'une violence, on a tendance à répondre violemment. Donc vous risquez d'être rejeté. Eh bien, voici une personnalité qui, elle, l'a dit à tout le monde, publiquement, l'a déclaré, et qui plus est, il s'agit d'un homme politique. Il a révélé donc publiquement qu'il était atteint de cette maladie, quitte à en subir les conséquences, et il va nous en parler dans quelques instants. Je vous demande d'accueillir Jean-Luc Romero. Jean-Luc Romero, bonjour. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Vous êtes président d'une association d'élus locaux contre le sida. Vous êtes également auteur d'un livre qui s'intitule « Virus de vie » aux éditions Florent Massot. Je disais que vous aviez déclaré publiquement que vous étiez séropositif. Vous êtes un petit peu suicidaire, un petit peu fou ou très très courageux pour un homme politique? Non, vous savez, comme vous le disiez, je suis président d'une association qui s'appelle Élus locaux contre le sida, et ça fait 9 ans que je vais en province toutes les semaines pour dire aux élus et à la population que le sida n'est pas une maladie honteuse, que ce n'est pas une maladie taboue, et dans le même temps, je ne disais pas que j'étais moi-même concerné par cette maladie. Donc à un moment, il fallait être en harmonie entre ce que je disais et ce que j'étais. Et puis, si j'estimais que ce n'était pas une maladie honteuse, ben, il fallait le dire. Alors c'est vrai que ce n'est pas simple de le dire, surtout quand vous êtes un homme ou une femme publique, puisque surtout en politique, on utilise beaucoup vos faiblesses pour vous nuire, et donc c'était pas simple, mais en même temps ça m'apparaissait important. Et puis aussi, je crois qu'à un moment on a l'impression d'avoir peut-être un rôle, et moi mon rôle c'était peut-être aussi de donner de l'espoir. Et comme ça fait 19 ans que je suis séropositif, le dire il y a 2 ans, c'était aussi donner de l'espoir aux personnes séropositives auxquelles on s'adresse quasiment jamais. Si ce n'est que pour leur dire, il faut que vous soyez responsables, et il faut tenir ce discours de responsabilité, il ne faut pas contaminer les autres, évidemment, mais en même temps, jamais on leur donne d'espoir. Alors que, vous savez, quand vous apprenez, et je crois qu'on est un peu tous concernés, quand vous apprenez que vous êtes séropositif, vous croyez que tout s'effondre. Moi, je l'ai appris à un moment où il n'y avait pas de traitement, je pensais que j'allais mourir très très rapidement, vous pensez que vous n'aurez pas de carrière professionnelle, et puis surtout que vous n'aurez pas de vie affective. Et moi, je voulais leur dire, écoutez, moi, ça fait 18 ans, 19 ans que j'ai une vie affective, une vie sexuelle, il faut aussi le dire, et que j'ai aussi une carrière professionnelle, même si ce n'est pas tous les jours. Alors revenons-y justement. Il y a donc 2 ans, vous avez annoncé publiquement que vous étiez séropositif. Quelles ont été les réactions de vos collègues politiques? Bon, écoutez, il n'y a quasiment pas eu de réaction. Ils étaient plutôt gênés. Je crois que je peux compter sur les doigts d'une main les hommes et les femmes politiques qui m'ont soutenu. Vous savez, quand vous révélez ça, je crois que j'aurais dit que j'avais le cancer. On m'aurait dit qu'il est très courageux, c'est formidable de le dire. Le sida, ça touche donc à des tabous, ça touche à la sexualité, ou ça touche aussi à la toxicomanie. En plus, dans notre pays, personne ne sait qu'aujourd'hui, la majorité des contaminations sont des gens qui sont contaminés par voie hétérosexuelle. Et donc, ça reste une maladie de marginaux. Donc, le dire dans le milieu politique, c'est quelque chose de stigmatisant, et c'est quelque chose qu'ils n'apprécient guère. Très honnêtement, Jean-Luc Romero, vous êtes engagé politiquement. Est-ce que vous avez craint pour votre carrière politique, pour votre engagement par rapport à ce que vous alliez annoncer? Écoutez, c'est pas terminé. Bon, je viens d'être élu conseiller régional, et je remercie mon parti politique de m'avoir mis en position éligible, ce qui n'était pas forcément évident en soi, mais il est évident que je n'aurais pas forcément la même carrière qu'un autre, parce que, je vous dis, il y a toujours une espèce de honte autour de cette maladie. Alors on va en discuter justement avec notre prochain invité, il s'appelle Franck, et lui il regrette de s'être confié non pas à un de ses proches, mais à un de ses collègues de travail, qui plus est supérieur hiérarchique, et de lui avoir révélé sa maladie. Bien mal lui en a pris, puisqu'à la suite de cette annonce, les comportements des collègues ont bien changé, et il a fini par perdre son emploi. Voici Franck. Bonjour Franck. Vous avez 38 ans, vous êtes professeur de français et de philosophie. Aujourd'hui, vous êtes sans affectation. Depuis combien de temps? Depuis 98. Pardon? Depuis 98. Depuis que vous avez annoncé à votre collègue, ami, supérieur? Ma collègue supérieur hiérarchique, oui, ma séropositivité. Ciel. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'abord de lui annoncer? À un moment donné, j'ai eu des absences. C'était d'abord dans un lycée privé. Hein. C'était dans l'enseignement privé. C'est bien de le dire. Oui. Hein. Au départ, j'ai eu à plusieurs reprises des arrêts maladie. Et donc, les arrêts pendant mon absence, je n'étais pas systématiquement remplacé. Donc, pour ne pas pénaliser les élèves, j'ai souhaité le dire par honnêteté.
pour que justement, effectivement, il n'y ait pas de difficultés pour que les élèves puissent suivre les cours. Et j'avais de très bonnes notes administratives et je pensais avoir vraiment confiance en cette personne puisque nous avions de bons rapports relationnels, professionnels. Et voilà, je me suis senti en confiance et je l'ai dit. Et alors ? Et alors, à mon retour dans l'établissement après mon arrêt maladie, l'atmosphère était totalement infecte. C'est-à-dire que le chef d'établissement, par exemple, ne me disait plus bonjour. Certains de mes collègues, lorsque j'arrivais en salle des professeurs, quittaient la salle. J'ai retrouvé des œufs pourris dans mon casier. J'étais exclu des... Excusez-moi, mais c'est difficile. J'ai été exclu des réunions pédagogiques. Donc j'étais vraiment mise à l'écart. C'est incroyable cette histoire. Vous avez été mise à l'écart. Vous étiez donc dans la peau, est-ce que je peux employer le mot terrible que vous avez employé tout à l'heure, Marc, de pestiféré au lycée? Tout à fait. Comment vous le viviez? Très mal, parce que c'est un choc, on est mal à l'aise, on a l'impression d'avoir commis une faute. Et ça, c'est très grave parce qu'on nous sanctionne, c'est une sanction comme si finalement on avait commis un crime. Alors que c'est déjà effectivement le fait de la maladie, quelque chose de très difficile à vivre, de très difficile à supporter. J'ai trouvé ça révoltant, surtout de la part de gens qui se disent intellectuels, intelligents. Et j'avais vraiment au départ l'impression qu'on formait une équipe. Et là, j'étais vraiment mis à l'index. Ça me bouleverse, c'est bouleversant, c'est scandaleux. C'est pour ça que je dis et je répète, aidez-nous, aidez-les. Ce qu'il est en train de dire, c'est ce que disait effectivement, je ne sais plus. Alan. Alan, excusez-moi, c'est l'émotion. Ce que disait Alan, c'est un chemin intérieur, c'est un travail intérieur, un voyage intérieur, déjà pour soi, mais en plus, quand on a en face le regard aussi méchant, aussi cruel, aussi, excusez-moi, mais bestial, parce que là, je veux dire, c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle. On bouffe celui qui est en difficulté, qui est malade. C'est inadmissible, c'est pas humain. Et puis une méconnaissance de la maladie aussi, puisqu'effectivement, ça ne s'attrape pas en vous faisant la bise. Ça nous touche tous. Pardon, Evelyne, la méconnaissance de la maladie à l'heure actuelle, c'est impensable. C'est impensable. Moi, dans ma famille, j'ai entendu aussi des inepties du genre tes fils vont contaminer nos petits-enfants, par exemple, à l'occasion d'une réunion pour la grand-mère, et la famille ne voulait pas que mes fils viennent dans cette réunion. Et je me suis fâchée avec ma famille. Il y a un sondage d'ailleurs assez intéressant qui a été fait par l'ORS d'Île-de-France il y a 2 ans. On constate que l'Observatoire régional de la santé. Voilà, tout à fait. On constate que 25% des franciliens, donc j'y viens, un francilien sur 4, pense qu'on attrape le sida en étant piqué par un moustique. Non. Et près de 20%, non mais je vous dis tout ça c'est aujourd'hui, et près de 20% pensent qu'en simplement en allant aux toilettes, vous pouvez attraper le sida. Donc vous voyez, c'est un retour total en arrière des connaissances, puisqu'en 1994, ce n'était pas du tout ces chiffres-là. Et puis, avec le corollaire, qui est évidemment une baisse de la tolérance vis-à-vis des personnes séropositives. Et René Paul pourrait le dire, je crois que vous avez fait l'année dernière pour Sida Info Service un sondage, et près de 70% des personnes séropositives estiment avoir été discriminées ou dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle. Et en effet, je dirais, des témoignages comme celui de Franck ne peut que conforter, si je puis dire, les gens qui ne veulent pas le dire. Vous en avez souvent d'ailleurs des témoignages comme... Il y a une question qu'on a très fréquemment de la part des personnes séropositives qui travaillent, c'est par rapport aux médecins du travail. Il y a vraiment une suspicion qui n'est pas prouvée, parce qu'on leur dit un médecin du travail, c'est un médecin. Vous n'avez pas d'obligation de le dire, soyons bien clairs. Si vous ne le sentez pas de le dire, si vous n'avez pas de problème de santé actuellement, rien ne vous oblige à le dire. Et on peut comprendre en effet que les gens ont peur qu'on les regarde de travers. Mais vous savez, les questions, il y a tout d'un coup des gens qui peuvent avoir eu de l'information. Quand tout d'un coup, ils apprennent qu'une personne proche d'eux au travail est séropositive, immédiatement, toute l'information, elle fout le camp et c'est « Ah, mais peut-être l'autre jour, on s'est trompé en prenant le café, peut-être j'ai bu dans sa tasse. » Alors, parce que ce que dit les questions sur le coiffeur, les moustiques, serrer la main, etc., ça revient sans arrêt. Et ce qui est plus grave maintenant, c'est que des gens ne posent même plus les questions parce que depuis 97, l'arrivée des multithérapies, on s'imagine que c'est une maladie qui se soigne. Comme une autre, mais qui n'est pas tout à fait comme une autre. Je crois que les gens ne réalisent pas
pas ce que c'est que de se soigner, parce que c'est une pathologie lourde, et comme toutes les pathologies lourdes, c'est des traitements extrêmement lourds. Arlette, très pénible. Franck, vous me disiez que depuis 98, vous n'aviez plus d'affectation. Et pourtant, vous êtes prof de français et de philosophie, et on sait à quel point on manque de profs. Vous vivez comment aujourd'hui ? Ben, écoutez, je vis très difficilement, parce que justement, suite à ces événements, j'ai dû faire une faillite personnelle. Parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas être inscrit à la NPE, puisque j'étais normalement assimilé fonctionnaire. Donc, on ne me donnait pas d'affectation, donc je n'avais pas de salaire. Parce qu'ils ont fini par vous virer, hein. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas redonné de poste à la rentrée suivante. Et moi, j'ai vraiment insisté parce que j'aimais mon métier, parce que j'avais rien à me reprocher, parce que j'avais des bonnes notes administratives et parce que j'avais une réelle compétence et une passion pour ce métier, parce que j'aimais vraiment transmettre aux enfants ce que je savais. Mais on vous a dit que c'était pour ça qu'on ne vous redonnait pas de poste ? Non, on ne me l'a pas dit comme ça, mais on m'a simplement, à un moment donné, dit qu'il n'y avait pas de poste à la rentrée, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a toujours beaucoup de professeurs absents. Et ensuite, à force d'insister, on m'a proposé un remplacement à 400 km de chez moi. J'ai rencontré un chef d'établissement qui m'a dit « Ok, vous convenez », j'avais un avis de nomination pour l'année. Et à la fin de l'entretien, il m'a demandé où j'avais travaillé l'année précédente. Et une heure après avoir contacté le chef d'établissement où justement j'avais eu ce rejet, eh bien, il m'a demandé de lui restituer les livres qu'il m'avait donnés avant et en me disant qu'il réservait sa décision. Et donc, je n'ai pas eu le poste. Si vous n'avez pas porté plainte, on ne peut rien faire, Jean-Luc Romero ? C'est incroyable. Si, il y a un certain nombre de lois, c'est ce que c'est discriminatoire, il y a une loi pour ça. Tout à fait. Et puis en plus, bon, malheureusement, ça n'existe pas encore, mais ça va bientôt exister. On va créer une autorité contre les discriminations dans ce pays. Et c'est vrai que la sérophobie, c'est un mot nouveau, mais il faut aujourd'hui l'utiliser. C'est une réalité quotidienne. Et c'est important de le dire aussi. Oui, il faut le dire, parce que parlant d'emploi, c'est aussi, excusez-moi de donner des chiffres, mais c'est parfois, je crois, important. Un sondage qu'avait fait cette fois-ci Aide auprès des chefs d'entreprise, 100% des chefs d'entreprise répondaient qu'ils ne recevraient pas une personne qui leur enverra un CV en indiquant qu'elles sont séropositives. 100%. 100%. Donc c'est dire la méconnaissance sur la séropositivité. Parce que vous voyez, moi ça fait donc 19 ans que je vis avec cette maladie, que j'ai une activité professionnelle. Il ne faut pas dire pour autant que c'est facile. Hein. Comme vous le disiez, je peux vous dire qu'on essaie toujours de donner une image publique, mais que les traitements sont extrêmement difficiles. Il faut le rappeler à ceux qui pensent qu'il suffit de prendre 3 médicaments. C'est d'abord une maladie obstinément mortelle et c'est extrêmement difficile. La fatigabilité, les changements de physique aussi qui sont durs, notamment pour les femmes. Ça, ne l'oublions pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut travailler avec cette maladie et les chefs d'entreprise n'ont pas l'air de le savoir. Qu'est-ce que vous espérez, Franck, des jours, des mois, des années qui viennent ? J'espère surtout pouvoir redonner un sens à ma vie, parce que quand on vous retire comme ça une activité professionnelle, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de quoi vivre. Vous êtes obligé d'aller chercher des colis à la Croix-Rouge, à l'Armée du Salut. Vous êtes obligé d'aller aussi des fois, et là c'est la première fois que je le dis parce que j'avais honte, mais je crois qu'il faut que le public soit informé. Des fois on attend à la fin des marchés pour récupérer quelques fruits qui sont encore mangeables. Aujourd'hui en 2004 en France, et je voudrais surtout que mon témoignage soit un témoignage de tolérance. Je voudrais surtout que les mentalités évoluent vers davantage de tolérance et qu'on gomme le mot de rejet et qu'on le remplace par acceptation, qu'on gomme le mot de haine et qu'on le remplace par amour, parce que tous les témoignages qui ont été dits aujourd'hui, c'est des gens qui souffrent. Hein. On souffre tous, et je crois qu'on a plus besoin d'amour que de rejet ou de se sentir exclu. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Franck, de ne plus être condamné, si je puis dire, à cette double peine. Aujourd'hui, c'est pas bien dans notre société qu'on puisse vivre de telles choses, et je suppose que vous n'êtes pas le seul, malheureusement, aujourd'hui en France. Je pense que votre témoignage, ainsi que tous les autres, serviront. En tout cas, je l'espère. En tout cas, pour prendre conscience de certaines choses. Et n'oubliez pas le sans cesse pour tous vos dons. Déborah Dahan, vous êtes donc responsable de l'association Faire face au sida. Vous avez rencontré Alan avant l'émission. Vous avez entendu le témoignage de nos invités. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se cachent ? C'est la grande majorité des gens qui sont séropositifs en France ? Il y a beaucoup de gens qui se cachent. Et moi, contrairement à ce que pensent certaines personnes ici, j'incite les gens, d'abord, pour Alan, il faut d'abord qu'il soit en paix avec lui-même. Et quand il trouvera la paix, enfin moi c'est ce que je ressens quand j'ai discuté avec lui tout à l'heure, quand il aura retrouvé une certaine paix, je pense qu'il pourra affronter le regard de ses frères, qui paraît pour lui quand même important, même s'il ne le dit pas.
Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je fonctionne avec ça. Mais des cas comme Alan, il y en a beaucoup. Je voudrais revenir sur, si vous me permettez, Evelyne, sur ce qu'a dit Marc, je crois. Franck, pardon. Franck, je suis vraiment touchée par tout ce que j'ai entendu. Avoir perdu un travail parce qu'on est séropositif, c'est grave aujourd'hui, c'est vraiment très très grave. Je ne sais pas si vous voulez déménager, venez dans le sud de la France, je vais vous trouver du travail et croyez-moi, vous ne serez pas rejeté là-bas. Vraiment. Je voudrais... Enfin, merci Evelyne. Juste une petite chose, ce qu'a dit tout à l'heure, à l'instant Alan, en disant qu'il n'y avait pas de structure des associations comme la nôtre qui est censée venir au quotidien des malades. Quand je dis le quotidien des malades, c'est faire les courses, c'est leur changer un frigidaire quand le frigidaire est en panne, c'est s'il est fatigué et sa femme, je ne sais pas pour quelle raison, n'a pas trop envie d'assumer, on va être là pour le gosse, on est là au quotidien. Je regrette vraiment qu'il n'y ait pas ce genre de structure là où tu habites. Et c'est pareil pour toi, je te trouve un logement et je t'invite avec toute ta famille, tu verras que les bénévoles et Faire Face aussi là pourront faire face à vos situations. Vous trouvez qu'il y a des gens qui savent se dévouer et vous savez de quoi vous parlez car vous avez été touché personnellement dans votre vie par le sida, par votre frère, je crois. Oui, mon frère qui est décédé, qui a caché sa séropositivité, c'est pour ça qu'il a attendu d'être en paix. C'est pour ça que je sais malheureusement de quoi je parle. Pour nous le dire, il l'a caché pendant 4 ans, simplement pour pas nous faire de la peine. Donc, Alan, je t'en supplie, il faut que tu fasses la paix avec toi-même et parle avec ta famille parce que je suis sûre qu'ils ont un cœur, je te promets. Oui, mais je vais les protéger, Déborah. Pardon, Alan. Je disais merci, Déborah. Je vous entends pas bien. Je disais merci, Déborah. Ton message me touche beaucoup. Mais tu sais, je ne peux pas. Il faut que je les protège. Je dois protéger mon fils, Déborah. Mais qui te protège, toi? Personne. J'essaie de faire avec, Déborah. Il n'y a personne. À part les médecins, mais il faut que je protège mon fils. Si mon village ou le département où j'habite savait que j'étais séropositif. Pars de chez toi. Pars de chez toi, reconstruis-toi ailleurs avec ta femme et ton fils. Non, je dois les protéger. Excusez-moi, mais moi je peux pas. Non, c'est le choix d'Alan. Hein, l'émission s'appelle C'est mon choix. Le choix d'Alan, c'est de ne pas le dire maintenant parce qu'il est trop vulnérable. Et quand on est vulnérable, on ne peut pas dire les choses. Moi, je suis pas du tout d'accord. Faut pas non plus que les gens se disent. Il faut absolument le dire. C'est un choix perso. Il y a des moments dans la vie où on peut le dire. Il y a des moments où on peut pas parce que quand on s'en est pris plein la gueule, comme on peut l'avoir souvent au téléphone, je l'ai déjà dit à des gens. J'avais pas terminé de dire séropositif que la porte claquait et que la personne était en train de cavaler dans l'escalier. Quand on l'a eu 1 fois, 2 fois, 3 fois, eh ben, on le dit pas. Et c'est un drame parce que quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit, tiens, il y a peut-être une possibilité d'histoire d'amour, et ça, je l'entends souvent au téléphone, on l'entend souvent. Et j'aimerais bien qu'avec cette personne, ça... Mais alors, quand est-ce que je vais le dire? Je le dis pas à la risque de voir la personne partir, etc. C'est quelque chose de très, très, très difficile. C'est vraiment quelque chose qui demande de réfléchir. Et quand on le sent pas, et c'est évident que Alan, il le sent pas, moi, je vais pas lui dire, Alan, il faut le dire. Le but de l'émission n'était naturellement pas de faire prendre une décision ou de faire un choix à Alan. Evelyne. Juste, bien sûr, que le temps d'une émission, non seulement il entende aussi les autres témoignages, c'est bien que vous ayez témoigné à visage découvert de l'annonce de cette séropositivité, quelles que soient les conséquences d'ailleurs qu'elles ont eues dans votre vie. Je pense que c'est important de témoigner pour aider les autres. Quand ce sera le moment, effectivement, Alan prendra son chemin, mais tout seul. J'espère que ça vous aura peut-être aidé, vous qui nous regardez aussi, peut-être un petit peu dans la solitude d'une décision à prendre, aujourd'hui à y voir un petit peu plus clair, à vous sentir un petit peu moins seul. Et n'oubliez pas que quel que soit le choix des séropositifs, le dire ou pas, face à une société qui visiblement est encore extrêmement hermétique, malheureusement, bien des années après la découverte du virus du sida, vous savez que nous devons aider tous les malades, les séropositifs. Et pour cela, il y a un numéro, c'est le 116 pour vos dons à la lutte contre le sida. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous, à bientôt.